Bonjour et bienvenue dans la 5e vidéo de cette série sur le Deep Learning. Aujourd'hui, nous allons développer notre premier programme de neurones artificiels. Et pour ça, nous allons implémenter toutes les équations que l'on a vues dans les dernières vidéos. Allez, ne perdons pas de temps, c'est parti! Alors, pour développer notre programme de neurones artificiels, nous allons partir d'un dataset X, Y de 100 lignes et de 2 colonnes. Si on veut, on peut imaginer que ce dataset représente des plantes avec la longueur et la largeur de leurs feuilles. Et notre but, c'est d'entraîner un neurone artificiel à reconnaître les plantes toxiques des plantes non toxiques grâce à ces données de référence. Alors pour faire ça, nous allons devoir structurer notre code de la façon suivante. Pour commencer, nous aurons besoin d'une fonction d'initialisation qui, comme son nom l'indique, nous permettra d'initialiser les paramètres W et B de notre modèle. Dans cette fonction, nous ferons passer la matrice grand X, car notre but, c'est d'obtenir un vecteur grand W qui contienne autant de paramètres que l'on trouve de variables dans la matrice grand X. Une fois cette étape d'initialisation effectuée, nous écrirons ensuite un algorithme itératif dans lequel nous allons répéter en boucle les fonctions suivantes. Pour commencer, la fonction qui représente notre modèle de neurone artificiel, celle dans laquelle on va retrouver la fonction linéaire, z égale xw plus b, puis notre fonction d'activation. Ensuite, nous aurons une fonction d'évaluation, c'est-à-dire notre fonction coût, qui nous permettra d'évaluer la performance du modèle en comparant la sortie grand A aux données de référence Y que l'on a gardées de côté. En parallèle, nous pourrons également calculer les gradients de cette fonction coût grâce aux formules que l'on a développées dans les précédentes vidéos. Et pour finir, nous utiliserons ces gradients dans une dernière fonction qui permettra de mettre à jour les paramètres W et B de manière à réduire d'une petite quantité les erreurs de notre modèle. Et voilà, en répétant ainsi en boucle ces quelques fonctions, nous arriverons à minimiser le coût de notre modèle. C'est ce qu'on appelle l'algorithme de la descente de gradient. Alors, c'est parti pour le code. Pour commencer, nous allons générer un dataset XY comprenant 100 lignes et 2 variables grâce à la fonction makeBlobs que l'on trouve dans scikit-learn. Ça nous donne le dataset suivant. Vous pouvez reproduire exactement ce dataset, le même que le mien, si vous fixez le générateur de nombres aléatoires à 0. Donc la première chose qu'on va vouloir faire, c'est de créer la fonction d'initialisation. Donc on va écrire def initialisation, dans laquelle nous faisons passer la matrice grand X, puisque cette matrice, on va s'en servir pour donner au vecteur W une dimension, de telle sorte à ce qu'on trouve autant de paramètres dans W que l'on a de variables dans X. Donc ici, nous avons une matrice X à 2 variables. On désire donc avoir un vecteur W qui contienne 2 paramètres. Mais si à l'avenir, dans cette matrice X, nous avons 4, 5 ou 6 variables, eh bien on voudra avoir un vecteur W qui comprenne 4, 5 ou 6 paramètres. C'est pourquoi donc, à l'intérieur de la fonction rand_n, en termes de dimension, nous allons passer la dimension de X, donc la dimension sur laquelle on retrouve les variables. Ça nous donnera un vecteur W de dimension 2,1 dans le cas présent. Pour le paramètre B, donc nous allons faire sensiblement la même chose, sauf que nous pouvons tout simplement passer un nombre réel pour le paramètre B. Et donc cette fonction nous retourne un tuple comprenant W et B. Alors avant d'aller plus loin, il est toujours bon de tester nos fonctions. Donc nous allons voir initialisation. Non, j'ai écrit n'importe comment. Initialisation. Nous allons voir quels sont les shapes de W. Voilà, 2,1.
donc c'est ce qu'on est censé obtenir, et de b, c'est-à-dire 1, c'est un nombre réel, comme vous le voyez. B est un nombre, c'est tout. Donc tout va bien, c'est ce qu'on est censé obtenir. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième fonction à implémenter, c'est la fonction de notre modèle, dans laquelle on va faire donc passer les données x, ainsi que les paramètres w et b, qui ont été initialisés. Alors la première chose qu'on veut faire dans cette fonction modèle, c'est de calculer le vecteur grand Z. D'après les formules qu'on a développées dans les dernières vidéos, on sait que Z, c'est le produit matriciel entre x et w, plus le paramètre b. Donc, on va écrire x dot w plus b. Alors, si vous ne savez pas d'où ce dot vient, c'est peut-être que vous avez besoin de faire un petit rappel sur la librairie NumPy. Auquel cas, je vous invite à consulter les vidéos qui sont en lien dans la description, qui vous donneront un tutoriel complet sur toute cette librairie. C'est très important pour la suite. Très bien, donc maintenant que nous avons ce vecteur z, nous allons le passer dans notre fonction d'activation pour obtenir le vecteur grand A. Et donc, comme on le connaît, la fonction c'est 1 divisé par 1 plus exponentielle de moins z. Et donc, notre modèle nous retourne nos activations. Alors, comme tout à l'heure, il est bon de tester cette fonction. Nous allons donc écrire que A est égal à la fonction modèle, dans laquelle on fait passer x, w et b. W et b qui ont été générés tout à l'heure, lorsqu'on a fait un petit test. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier la dimensionnalité de A. En principe, nous sommes censés obtenir un vecteur de dimension 100,1. Et c'est ce qu'on obtient ici. Alors pourquoi 100,1 ? Vous pourriez vous demander. Eh bien, c'est parce que nous avons 100 variables, 100 valeurs dans notre dataset, 100 échantillons. Donc il est naturel qu'on obtienne 100 réponses ou 100 activations de la part de notre neurone. Une par échantillon. Donc voilà pour notre fonction modèle. Maintenant, nous allons passer à la fonction coût, qu'on va directement appeler log loss. Donc cette fonction, on la connaît grâce à ce qu'on a vu dans les dernières vidéos. C'est égal à 1 sur m. Alors, qu'est-ce que ça représente m ? Eh bien, m, c'est le nombre d'échantillons, c'est-à-dire le nombre de points que l'on a dans y, à savoir 100, c'est-à-dire la longueur de y, si on veut écrire tout ça de façon dynamique. Donc, c'est égal à 1 sur m fois la somme de moins y fois le log de a moins 1 moins y fois le log de 1 moins a. Et voilà, c'est notre fonction log loss. Alors, on va pouvoir s'en servir et puis vérifier si tout va bien. Donc, log loss de a, y. En principe, c'est censé nous donner un nombre réel et non pas un vecteur. Et c'est ce qu'on obtient. Très bien. Donc, nous avons notre fonction log loss. Maintenant, nous allons créer la fonction des gradients. Gradients, dans laquelle donc nous avons besoin de a, de x et de y. Alors, on va dénoter dw le gradient d rond L sur d rond W, c'est-à-dire le jacobien. Et donc celui-ci, d'après ce qu'on a vu dans les dernières vidéos, il est égal à, comme tout à l'heure, 1 sur m, c'est-à-dire 1 sur la longueur de y, multiplié par le produit matriciel entre la transposée de x et la différence entre a et y, c'est-à-dire np dot de xt, virgule, a moins y. Donc ça, c'est pour dw, et pour db, c'est sensiblement la même chose. 1 divisé par la longueur de y fois la somme de la différence entre a et y. Et voilà, ça, c'est la formule de nos gradients. Donc on va retourner dw, db. Comme tout à l'heure, on teste cette fonction. Alors dans la pratique, il faudrait la tester avec des applications numériques pour voir si elle nous donne les bons résultats. Mais ici, on va simplement visualiser ou vérifier
les dimensions de dW et de dB. Donc dW, en principe, si on réfléchit, ça devrait nous donner un vecteur de dimension 2,1. C'est-à-dire la même dimension que le vecteur grand W. C'est ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. C'est logique, vu que si on veut ensuite soustraire dans la formule de la descente de gradient le vecteur W au vecteur dW, eh bien, il faut que ces deux vecteurs soient de même dimension. Donc on va vérifier ça tout de suite. Est-ce que dW est de dimension 2,1 ? Oui, il est de dimension 2,1. Quant à dB, en principe, ça doit nous donner un nombre réel. Et c'est bien le cas. Là, on a simplement quelque chose de dimension vide. Ça nous indique que dB, c'est bien un nombre réel. Tout va bien. Donc, à ce stade, il ne nous reste qu'une dernière chose à implémenter. C'est la fonction de mise à jour, update, dans laquelle nous allons passer nos gradients, dW et dB, ainsi que nos paramètres, W et B. Et pour finir, un learning rate, c'est-à-dire un pas de mise à jour, un pas d'apprentissage. Et là, on va implémenter les formules de la descente de gradient qu'on a vues ensemble dans les dernières vidéos. Donc W égale W moins learning rate, c'est ce fameux alpha dont on parlait, multiplié par dW. Et pour B, c'est sensiblement la même chose. B égale B moins le learning rate fois dB. Et cette fonction, elle nous retourne un tuple comprenant W et B. Alors, encore une fois, il faudrait la tester, voir un peu les dimensions. Je vous laisserai faire ça, vous, de votre côté, parce que nous, on va directement implémenter tout ça, rassembler toutes ces formules que l'on a ici, donc l'initialisation, le modèle, le log-loss, le gradient et la formule pour mettre à jour nos paramètres. On va rassembler tout ça dans notre algorithme, celui qu'on a vu ensemble au début de la vidéo. Donc c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction artificial neuron dans laquelle nous allons faire passer nos données, x et y, ainsi qu'un learning rate qui nous servira dans la fonction d'update, de mise à jour. Et il nous faut une dernière chose, c'est un nombre d'itérations, un nombre de cycles, qu'on va appeler n itères, pour notre algorithme d'apprentissage. Rappelez-vous, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, au début de la vidéo. Alors, on va déjà fixer des valeurs par défaut pour ces deux arguments. Donc, on va peut-être utiliser un learning rate égal à 0,1 et un nombre d'itérations égal à 100. Ça me semble être un bon début. Donc, la première chose à faire, on l'a vu tout à l'heure, c'est d'initialiser les paramètres W et B. Donc, on va écrire que W, B est égal à initialisation de X. Voilà. Puis, une fois qu'on a initialisé ces paramètres, eh bien, on va créer notre boucle d'apprentissage avec une boucle for. Donc, for I in range n itère. Donc, pendant ici 100 itérations, qu'est-ce qu'on va effectuer? Eh bien, on va répéter en boucle la fonction de notre modèle, celle de notre coût, celle de nos gradients et celle de notre mise à jour. Donc c'est parti. On va créer un vecteur A qui est le résultat de la fonction modèle. Ensuite, nous allons créer un loss. Voilà, pour garder un œil sur l'évolution de notre coût, on va créer une variable loss qui est donc égale à log loss de A et Y. Puis nous allons créer les gradients dW et dB qui sont égales à gradients de A, X, Y. Et pour finir, nous allons mettre à jour les paramètres W et B grâce à la formule update, à la fonction update, dans laquelle nous faisons passer dW, dB, W, B, et pour finir, le learning rate, qui est donc défini ici. Et donc, en effectuant cet algorithme en boucle, les paramètres W et B seront mis à jour, puis ils seront réutilisés tout en haut dans la fonction modèle pour refaire des prédictions qui seront à nouveau comparées pour calculer des gradients,
pour remettre à jour les paramètres W et B, etc., etc. Et voilà, ça conclut notre implémentation d'un neurone artificiel. Alors je vous rassure, la vidéo n'est pas finie. Déjà, la première chose qu'on pourrait faire, ça serait de visualiser l'évolution du coût pour s'assurer que notre modèle est bien appris, qu'il réussisse son apprentissage. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une liste, loss, et cette liste, en fait, on va à chaque fois l'append, donc rajouter à la fin de la liste, la valeur du coût qui est calculée pour l'itération en cours. Et donc, ce qu'on peut faire à la fin de notre algorithme, c'est afficher dans une courbe matplotlib cette liste plt.show. Et donc, en utilisant notre fonction Artificial Neuron, dans laquelle on fait passer X et W. Alors là, c'est le moment où on va tous croiser les doigts pour voir si on n'a pas fait d'erreur. Et on dirait que tout s'est bien déroulé parce qu'on obtient donc notre courbe d'apprentissage, c'est-à-dire l'évolution des erreurs effectuées par le modèle au fur et à mesure que celui-ci apprend. Donc on voit que les erreurs diminuent et que la fonction coût converge vers une valeur plateau, voilà, une valeur limite en dessous de laquelle elle ne peut pas descendre. Alors maintenant que nous avons un modèle, nous pouvons nous en servir pour effectuer des prédictions. Par exemple, si je prends une nouvelle plante, que je mesure la longueur et la largeur de ses feuilles et que j'entre ces informations dans mon modèle, celui-ci va me retourner la probabilité que la plante soit toxique. Car rappelez-vous, la sortie de notre modèle, c'est une fonction sigmoïde que l'on peut voir comme une probabilité, toujours comprise entre 0 et 1. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'à partir du moment où cette probabilité est supérieure à 0,5, eh bien, on dit que la plante est toxique, qu'elle appartient à la classe Y1. Alors, pour implémenter ça, il va donc nous falloir créer une nouvelle fonction, predict, dans laquelle nous ferons passer des données X, alors ça peut être les données dont on dispose à l'heure actuelle, ou bien n'importe quelle donnée future, ainsi que les paramètres de notre modèle. Donc la première chose à faire dans cette fonction, c'est de calculer les activations, donc les sorties du modèle, grâce à X, W et B. Et puis ensuite, ces activations, lorsqu'elles seront supérieures au seuil de 0,5, alors on dit généralement supérieur ou égal, eh bien on retournera la valeur 1, la valeur de la classe 1. Donc ici, on peut simplement écrire ça sous forme booléenne en disant return A above 0.5. Donc si A est supérieur à 0,5, ça va nous retourner true, donc 1, et sinon ça nous retournera false. Donc en enregistrant cette fonction, on peut s'en servir. Alors déjà, on peut s'en servir dans notre fonction Artificial Neuron. D'ailleurs, on va corriger la petite faute là, Artificial Neuron. Et on va la remplacer aussi en dessous du coup, sinon il ne sera pas content. Donc dans Artificial Neuron, une chose qu'on peut faire, c'est après avoir fini notre apprentissage, eh bien on peut calculer les prédictions, ypred, pour toutes les données X de notre dataset. Donc les 100 données que nous avons là. Donc, on va calculer ce que la machine prédit pour ces 100 valeurs. Donc, ypred égale predict x, y, w. Et ensuite, une chose qui serait très très cool à faire, ça serait d'imprimer la performance de notre modèle. Alors, pas la fonction coût, pas le loss, mais bien la performance. Ici, en l'occurrence, on pourrait choisir une accuracy, donc une exactitude. Alors pour ça, on va charger depuis scikit-learn.metrics la fonction accuracy score. Et cette fonction, donc, on va s'en servir là pour comparer les données de référence Y avec nos prédictions ypred. Donc, si maintenant on réexécute notre code, voilà, nous voyons que notre modèle
a une performance égale à 93%. C'est-à-dire que sur ces données d'entraînement, elle arrive à donner de bonnes réponses 93% du temps. D'ailleurs, comme nous avons exactement 100 points dans notre dataset, ça veut dire qu'elle fait 93 bonnes réponses et 7 erreurs. Et oui, parce que 93% de 100, ça nous fait 93. Donc maintenant, vous pourriez vous dire, c'est chouette tout ça, mais ce que j'aimerais, ça serait me servir de ce modèle pour faire de futures prédictions. Alors pour ça, il va déjà falloir retourner les paramètres W et B que le modèle a appris. Ces paramètres, d'ailleurs, on peut ensuite les sauvegarder sur notre disque dur et à l'avenir, à chaque fois qu'on a besoin de faire des prédictions, nous n'avons pas besoin de réentraîner un modèle. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on charge ces paramètres dans un programme, on les fait passer dans notre fonction predict et voilà, on a notre réponse. Donc, comme je vous le disais, nous allons sauvegarder ces paramètres W et B. Voilà, donc, nous avons un paramètre W et un paramètre B, les voici. Et ce qu'on voudrait faire, c'est d'utiliser ces paramètres sur une nouvelle plante. Donc, par exemple, disons qu'on récolte une plante et qu'on mesure sa variable x1, donc ici, égale à 2. On va situer notre plante ici. Et voilà, 2,1. Ça va être ses coordonnées. Donc, nous allons écrire new plant égale un tableau matriciel, donc un tableau NumPy, 2,1. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est pour bien s'assurer qu'on ait bien créé cette plante, on va la visualiser dans notre graphique. Voilà, donc on va créer une deuxième ligne en dessous dans laquelle on va mettre new plant 0 pour afficher sa première coordonnée, donc la coordonnée 2 sur les abscisses, et new plant 1 sur la deuxième coordonnée, et on va dire que la couleur, elle est rouge pour cette plante, comme ça on la verra bien. Voilà, donc notre plante est ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction predict, dans laquelle on va faire passer new plant, ainsi que nos paramètres W et B. Et voilà, selon la machine, cette plante est dans la classe numéro 1, donc dans la classe des plantes toxiques. Cette plante est dangereuse, il ne faut pas la consommer. Ce qu'on pourrait faire pour aller encore plus loin, d'ailleurs, ça serait d'imprimer la probabilité. Alors, pour ça, on va donc, avant de return A, on va faire un print A pour imprimer la probabilité, donc l'activation associée à cette plante. Et ce qu'on voit, c'est que donc cette plante est toxique à 86%. Alors maintenant, pour aller encore plus loin, on pourrait même tracer la frontière de décision qui sépare nos deux classes. Rappelez-vous ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, enfin dans les dernières vidéos. Notre frontière de décision, c'est l'ensemble des points pour lesquels Z est égal à 0. Et ça, c'est parfaitement logique d'un point de vue mathématique, vu qu'on a dit que la frontière de décision, c'est aussi l'endroit pour lequel les probabilités sont supérieures à 50%. Or, le point Z pour lequel A est égal à 0,5, c'est-à-dire la fonction sigmoïde est égale à 0,5, c'est lorsque Z est égal à 0. Voilà donc pourquoi ces deux éléments sont liés. Z égale 0 et A égale 0,5. C'est la même chose. Donc, pour connaître l'équation de la droite que l'on voudrait tracer ici, il suffit de dire que c'est l'ensemble des points pour lesquels Z est égal à 0. C'est-à-dire l'ensemble des points x1, x2 pour lesquels w1, x1 plus w2, x2 plus b est égal à 0. Alors, en faisant un petit peu de mathématiques, on peut isoler les termes x1 et x2, ce qui nous permet de dire, par exemple, si on veut tracer
une droite allant de x1 vaut moins 1 jusqu'à x1 vaut plus 4, eh bien donc on peut dire que x2 va être égal à moins w1x1 moins b divisé par w2. Vous voyez qu'en faisant un tout petit peu de maths très très simple, on arrive à faire des choses très puissantes, très efficaces. Donc c'est parti, on pourrait s'amuser, allez on va rester là-haut, on pourrait s'amuser donc à créer, allez ici, donc une variable x1, que d'ailleurs on va peut-être appeler x0, voilà, pour commencer notre indexing à 0, on va dire que x0 c'est la première variable et x1 c'est la deuxième variable. Donc on va dire que x0 s'étend de moins 1 à plus 4, donc avec un linspace, moins 1 plus 4, avec 100 points dans ce linspace. Et ensuite on va dire que x1 c'est donc égal à ce qu'on a vu tout à l'heure, moins W0 x0, donc W0 c'est la première composante de W fois x0, moins B, le tout divisé par W1. Donc voilà, on met tout ça entre parenthèses, divisé par W entre crochets 1. Et donc, il ne nous reste plus qu'à afficher cette frontière de décision avec la fonction plot de matplotlib. Donc on va faire passer x0 en abscisse, x1 en ordonnée. Et allez, on va lui donner une couleur orange, on va dire, ouais, un bel orange. Et là, c'est moi qui m'amuse, hein, je bidouille un peu mon graphique. Une épaisseur de ligne égale à 3 pour que vous la voyez bien à l'écran. Donc si on exécute tout ça et qu'on ne s'est pas trompé, on obtient une belle frontière de décision qui va de moins 1 jusqu'à 4. En réalité, elle s'étend au-delà, hein, mais je ne l'ai pas tracée plus longue ici. Et donc, on comprend que tout ce qui est au-dessus va être prédit par la machine comme appartenant dans la classe verte. Donc ici, c'est la classe 0, les plantes non toxiques. Et tout ce qui est en dessous, ça va être dans la classe jaune, donc la classe des plantes toxiques. Alors d'ailleurs, là, on voit les petites erreurs que la machine a fait. Donc 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. Ah, on dirait qu'il y en a plus que 7. Donc, je suis un petit peu sceptique. Pourquoi est-ce que notre machine... Ah, d'accord. Entre-temps, j'ai réexécuté le code et ça nous a donné une performance de 89%. Donc, la machine effectue 11 erreurs à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut les compter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Et il doit y en avoir une 11e qui traîne quelque part. Peut-être que c'est celle-ci, la 11. Voilà, on dirait qu'elle est de l'autre côté de la frontière de décision. Alors, si on veut encore plus s'amuser, on peut visualiser tout ça en 3D grâce à Plotly. Donc, par exemple, on voit ici nos deux classes de points, l'une à la hauteur y égale 0 et l'autre à la hauteur y égale 1. Et par-dessus, on peut placer la fonction sigmoïde, générée à partir des paramètres W et B que notre modèle a appris. Donc ça, c'est plutôt cool à faire. Mais une chose encore plus amusante, c'est de sauvegarder tout l'historique d'apprentissage de la machine, c'est-à-dire la valeur de W et B pour chaque itération, pour ensuite générer une animation qui permet de voir quel a été le comportement du modèle lors de son apprentissage. Donc ce qu'on peut voir, c'est la frontière de décision qui s'ajuste à nos données au fur et à mesure de l'apprentissage. De même pour la fonction sigmoïde, qui se rapproche de plus en plus aux données de référence. Et tout ça a donc pour effet de réduire les erreurs du modèle. Alors tout ça, c'est bien marrant, mais dans la pratique, on ne fait quasiment jamais ce genre de choses. Pourquoi? Eh bien parce que dans la vraie vie, on travaille en général avec des datasets de plus de 2 variables. Par exemple, des datasets avec 10 ou 100 variables. Donc, on ne peut pas visualiser ces datasets dans des graphiques 2D comme je l'ai fait dans cette vidéo. Dans ces situations, il faut donc examiner notre courbe d'apprentissage pour s'assurer que notre modèle est bien appris.
D'ailleurs, ce qu'il y a de génial avec le code que l'on a développé aujourd'hui, c'est qu'on peut l'utiliser sur des datasets avec autant de variables que l'on désire. Donc par exemple, si je reviens au tout début de notre code, que je fixe le nombre de features à 5, cela nous génère un tableau X avec 5 colonnes à l'intérieur, et grâce à notre fonction d'activation, dans laquelle on fait intervenir la dimension de X, cela nous retourne à un vecteur W qui contient lui aussi 5 paramètres. Et du coup, tout notre code peut s'exécuter à la perfection, et j'ai envie de vous dire, c'est ça la beauté du calcul matriciel. Bref, maintenant que vous avez développé votre premier programme de neurones artificiels, eh bien, que diriez-vous d'utiliser ce programme pour une application d'intelligence artificielle? Vous êtes chaud? Eh bien, voilà ce que j'ai à vous proposer. Avec mon équipe, nous avons préparé pour vous un dataset contenant des photos de chats et de chiens. Ce que je vous propose de faire pour la prochaine vidéo, c'est d'écrire un programme qui soit capable de reconnaître un chat ou un chien à partir de telles photos. Et pour ça, tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser tout le code qu'on a écrit aujourd'hui. Alors je vais vous montrer comment procéder. Pour commencer, vous allez vous rendre sur le GitHub Machine Learnia, puis dans le répertoire Deep Learning YouTube. Dans ce répertoire, vous allez retrouver le code que l'on a écrit aujourd'hui, ainsi que deux choses très importantes. D'une part, un dossier datasets, qui contient un train set et un test set comprenant des photos de chats et de chiens pour cet exercice. Et d'autre part, un fichier utilities.py dans lequel vous retrouverez une fonction loadData qui vous permettra d'ouvrir ces deux fichiers, ce train set et ce test set. Alors ce que vous allez faire, c'est télécharger ces deux éléments, donc le dossier datasets ainsi que le fichier utilities.py, et vous allez les insérer dans votre répertoire de travail. Si vous oubliez de faire ça, vous obtiendrez des erreurs du style File not found error ou alors Module not found error. Donc c'est très important de faire cela. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez passer au code, dans lequel on va d'abord charger le module Utilities, ce qui va nous permettre de charger nos données, notre train set et notre test set. Et ces éléments étant en réalité des tableaux NumPy, on peut examiner leurs dimensions. Donc pour le train set, nous avons en fait 1000 photos de 64 pixels par 64 pixels. Ça, c'est pour le X-Train. Et pour le Y-Train, comme nous avons 1000 photos, nous avons 1000 étiquettes, soit des étiquettes de chiens, soit des étiquettes de chats. En dessous, j'ai aussi compté le nombre d'étiquettes qu'il y a. Donc nous avons des étiquettes 0 ou 1, donc c'est 0 pour chat, 1 pour chien, et nous en avons 500 et 500. Donc c'est un dataset parfaitement équilibré. Ensuite, pour le test set, on fait exactement la même chose. Donc on voit que nous avons 200 photos dans le test set. Elles sont également de dimension 64 par 64. Et parmi ces photos, nous avons aussi une répartition parfaitement équitable entre la classe 0 et la classe 1. Donc 100 photos de chat et 100 photos de chien. Alors ensuite, en dessous, nous avons un petit code qui nous permet d'afficher les 10 premières photos de ce dataset. Et ça nous donne le résultat suivant. Alors à ce stade, vous pourriez vous demander, mais comment est-ce qu'on va faire pour fournir une photo à notre modèle de neurones artificiels? Parce que jusqu'à présent, nous avions fourni des données X, Y. Or là, nous avons des pixels. Eh bien, sachez qu'en réalité, les pixels d'une photo peuvent être considérés comme des variables. Le pixel tout en haut à gauche, c'est notre première variable, et le pixel tout en bas à droite, c'est notre dernière variable. Donc ici, sur une photo de 64 pixels par 64 pixels, nous avons en réalité 4096 variables. Alors pour les présenter à la machine, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons aplatir nos photos. Donc prendre chaque couche de pixels et les mettre sur une seule et même ligne. Une fois qu'on a fait ça, on peut exécuter tout le code qu'on a développé dans cette vidéo sans aucun problème.
Donc, votre mission pour cette vidéo, ça va être de développer un neurone artificiel qui soit capable de reconnaître s'il y a un chat ou un chien sur une photo. Donc pour ça, voici la démarche que vous allez devoir suivre. Pour commencer, vous allez devoir normaliser votre train set et votre test set. En effet, à l'heure actuelle, chaque image est codée en 8 bits. C'est-à-dire que chaque pixel a une valeur comprise entre 0 et 255. 0 représentant le noir et 255 le blanc. Eh bien, ce qu'on veut faire, c'est normaliser ces valeurs pour que chaque pixel soit en fait compris entre 0 et 1. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo pourquoi est-ce que cette opération est si importante. En attendant, je vous encourage à faire vos propres recherches sur Internet. Donc, une fois que vous aurez effectué cette opération, vous pourrez aplatir, c'est-à-dire flatten, vos différentes images, en les passant donc de 64 pixels par 64 pixels à des images qui sont représentées par une séquence de 4096 variables. Puis, quand vous aurez fait ça, vous pourrez entraîner votre modèle sur le train set en utilisant toutes les fonctions qu'on a vues dans cette vidéo sans avoir à changer la moindre formule. C'est ça qui est absolument génial. Donc, ce que je vous demanderai de faire, c'est de tracer la courbe d'apprentissage, donc la courbe du log loss, et de trouver les bons hyperparamètres pour votre modèle. Vous verrez que peut-être qu'il faudra changer le nombre d'itérations, mais aussi le learning rate. Si vous tombez sur des résultats un petit peu étranges, eh bien, parlez-en dans les commentaires, je vous dirai tout dans la prochaine vidéo. Aussi, petite parenthèse, si vous rencontrez un problème avec le log loss, c'est fort probable d'ailleurs, eh bien, je vous conseille d'utiliser la fonction de scikit-learn que vous trouvez dans le module Metrics à la place. Je vous expliquerai aussi dans la prochaine vidéo pourquoi vous aurez rencontré un problème avec le log loss. Pour finir, il ne faudra pas oublier d'évaluer votre modèle sur le test set en traçant la courbe de log loss sur ce dernier et en comparant la courbe de train et la courbe de test, vous pourrez tirer des conclusions à propos du fait que le modèle soit en overfitting ou en underfitting, et ces conclusions, je vous encourage à les partager dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, donc je vous souhaite bon courage pour cet exercice. Si vous rencontrez la moindre difficulté, vous pouvez laisser un commentaire sous cette vidéo et je ferai de mon mieux pour vous aider. Sinon, vous pouvez toujours trouver de l'aide sur notre Discord, le lien est dans la description de cette vidéo. Et pour finir, je vous invite à consulter ma page Tipeee sur laquelle je vais poster une nouvelle vidéo bonus dans laquelle je vais montrer comment écrire tout le code qu'on a fait aujourd'hui de façon orientée objet. En réalité, c'est vraiment la meilleure façon d'écrire votre code. C'est beaucoup plus professionnel, beaucoup plus clair et ça rend le code un peu plus simple à lire et à comprendre. Cependant, je n'ai pas fait dans cette vidéo parce que j'estime que s'il y a des gens qui ne connaissent pas la programmation orientée objet, ça aurait pu rendre la vidéo un peu compliquée à comprendre. Donc c'est pour ça, c'était une bonne chose de commencer par les fonctions, et si vous voulez aller plus loin, il y a toujours Tipeee sur lequel vous trouverez cette vidéo bonus. Voilà, je vous félicite d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Elle était plutôt longue, donc si vous m'écoutez en ce moment, c'est vraiment que vous faites partie des meilleurs, des guerriers, donc bravo à vous. Voilà, je vous dis à très bientôt, et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.